Dans les titres ce mardi, au Bénin, un atelier sur l'insertion des objectifs de développement durable dans les plans de développement communaux s'est tenu ce lundi à Cotonou. Au Nigeria, accusé de blanchiment d'argent, un juge de la Cour suprême a bénéficié ce lundi d'une mise en liberté, et ce, contre la volonté de l'accusation. Et puis en France, au premier jour du procès en appel des paris liés à un match présumé truqué en 2012, Nicolas Karabatic s'est dit déterminé à prouver son innocence ce lundi. Vous êtes bien évidemment sur Sika et c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Burundi, un formulaire à remplir à la demande du Sénat engendre un tollé dans le pays. Il est en effet demandé aux fonctionnaires d'indiquer leur nom, prénom, âge, sexe et de mentionner leur appartenance ethnique et régionale. Selon les autorités, il s'agit d'une mesure autorisée par la Constitution pour mettre à jour les effectifs de la fonction publique. L'enquête commanditée par le Sénat concerne les agents de l'administration publique. Ces derniers craignent que les résultats soient utilisés à des fins non avouées. Certains leaders de l'opposition burundaise estiment que ce recensement est mené dans le contexte politique actuel pour rompre les équilibres ethniques du pays. Au Bénin, s'est tenu un atelier national sur l'implication des élus locaux dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. L'objectif de ce forum est d'identifier les actions concrètes pour l'effectivité des objectifs de développement durable au niveau des populations de base. Les assises ont eu lieu hier à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Reportage. L'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 implique le pouvoir central, mais aussi les pouvoirs locaux. Cet agenda de développement nécessite la contextualisation des objectifs de développement durable ODD au plan local en vue de la réalisation des besoins essentiels des populations à la base. D'où toute l'importance de ces assises réunissant acteurs de la société civile, l'association des communes du Bénin et les partenaires au développement. Les ODD doivent être mis en œuvre tant au niveau national qu'au niveau local. Les 17 objectifs sont indivisibles. Nous devons faire au niveau de chacun des États, faire de telle sorte que les 17 objectifs puissent être pris en compte dans les plans nationaux de développement et en ce qui nous concerne aujourd'hui dans les plans de développement au niveau local. Donc c'est de faire de telle sorte qu'à travers les 17 objectifs et les 169 cibles, d'identifier quels sont les indicateurs les plus pertinents qui s'appliquent au niveau donc des populations à la base. Il faut s'assurer que les 17 objectifs soient pris en compte de façon globale, de façon intégrée au niveau donc des communes. Cet atelier vise 3 principaux points. Trouver les solutions idoines en vue de l'insertion des ODD dans les plans de développement communaux, insérer des changements climatiques dans la planification locale, mobiliser des ressources au niveau local pour une mise en œuvre effective des ODD et la mise en place d'un dispositif de suivi au niveau local. Toujours au Bénin, 1045 agents contractuels de l'État précédemment en service au ministère de l'Agriculture et dont les contrats sont venus à expiration ont donné de la voix hier. C'était à la faveur d'un sit-in initié par le Sinatrader, entendez le syndicat national des travailleurs du développement rural. Objectif, exiger de l'autorité le renouvellement de leur contrat de travail. Plus de précisions avec le président du collectif des 10 agents, suivi de la réaction du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par ma voix, viennent exiger de vous ce qui suit. 1. La publication du rapport de l'évaluation des agents afin de permettre à chacun d'apprécier la note à lui attribuée par sa hiérarchie pour d'éventuelles réclamations conformément aux articles 79 à 85 du décret 2015-313 cité supra. 2. Le renouvellement sans délai des contrats des 1003 agents contractuels d'État régulièrement évalués conformément aux articles 26 du décret, comme cela se fait dans tous les autres ministères où il y a les ACE, puisque nous sommes aussi des Béninois comme eux. 3.
la prise par le MAEB sans délai d'une note pour faire reprendre le travail par les ACE 2014. 4. Le paiement des arriérés de salaire et autres avantages de la période de 2014 à 2016 aux agents restés sans ces avantages durant le premier contrat ACE jusqu'à ce jour. Nous ne sommes pas insensibles à ces problèmes. Nous allons continuer à réfléchir et je vais porter votre message au PR puisqu'il y a eu beaucoup d'éléments qui sont adressés au président de la République. Pendant qu'on manifeste au Bénin, au Nigeria par contre, c'est un juge de la Cour suprême accusé de blanchiment d'argent qui a bénéficié ce lundi d'une mise en liberté contre la volonté de l'accusation. Mais il doit verser une caution de $310 000 US, soit environ 250 000 €. Accusé de blanchiment d'argent, de corruption et de possession de nombreux passeports, Sylvester Ngoutoua a rejeté les 15 chefs d'inculpation dont il est l'objet. Il fait partie des 7 juges dont les maisons ont été perquisitionnées en octobre dernier par la justice nigériane dans le cadre de la lutte menée par le gouvernement contre la corruption. Comme lui, les autres juges mis en cause ont rejeté les accusations. Au Mozambique, le bilan de l'explosion tragique d'un camion-citerne transportant de l'essence dans l'ouest du pays a été une nouvelle fois revu à la hausse. Selon une source hospitalière, il passe cette fois-ci de 73 à 80 morts. L'explosion, qui a eu lieu jeudi dernier en zone rurale, s'est produite au moment où des centaines de personnes tentaient de récupérer du combustible d'un camion-citerne accidenté et abandonné la veille. Le bilan passe désormais de 73 à 80 morts selon une source hospitalière contactée ce lundi. Depuis dimanche, 7 autres personnes ont donc perdu la vie, pendant que 35 personnes sont toujours dans un état grave. Des chirurgiens plastiques et des infirmiers de la capitale Maputo et d'autres provinces ont afflué pour prêter main forte au personnel de l'hôpital de Tete, situé à l'ouest du pays, à 90 km du lieu de l'accident et où sont soignés les blessés de la catastrophe. Dimanche, la ministre de l'administration d'État, Carmelita Namachouloa, s'est rendue sur les lieux du drame à Kafiridzange et a assisté à l'enterrement de plusieurs victimes. Située à quelques kilomètres de la frontière avec le Malawi, la zone est plus pauvre que le reste du pays et réputée selon les autorités pour les fréquentes attaques et pillages sur les camions. L'explosion tragique a eu lieu jeudi dernier au moment où des centaines de personnes tentaient de récupérer de l'essence d'un camion-citerne accidenté et abandonné la veille. Pour l'instant, la cause de l'explosion reste encore floue. Le camion dont le chauffeur reste toujours introuvable transportait 30 000 litres d'essence vers le Malawi. Arrestation de plusieurs braconniers au Kenya. Ce lundi, le Fonds mondial pour la nature a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de braconniers grâce à une nouvelle technologie utilisant des caméras thermiques. Les précisions. Ils sont au total 28 braconniers à avoir été appréhendés. C'est grâce à une nouvelle technologie utilisant des caméras thermiques qu'ils ont pu être arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à commettre leur forfait dans la réserve du Masai Mara. Développée par le Fonds mondial pour la nature, cette nouvelle technologie a été mise à la disposition d'une unité mobile de gardiens armés. Ces derniers sont chargés de traquer les braconniers à la quête des éléphants ou des rhinocéros. Dans les années à venir, le Fonds mondial pour la nature envisage d'installer cette technologie sur des drones de surveillance. En raison de l'immensité des espaces à surveiller, le braconnage est difficile à contrôler en Afrique. Conséquence, plusieurs espèces animales, notamment l'éléphant, sont menacées par le braconnage. Ces 10 dernières années, il faut dire que 110 000 pachydermes africains ont été tués, soit environ un quart de leur population actuelle. Allons à présent en Libye, où 6 mois après le lancement de l'offensive de reconquête de la seule ville contrôlée par le groupe État islamique, les djihadistes ne contrôlent plus qu'un petit quartier. Mais ils résistent toujours à Site, même s'ils sont désormais acculés à Al-Jiza, Al-Baria, un petit quartier qu'ils défendent farouchement. Les premières semaines sont prometteuses puisque les forces pro-gouvernement d'Union nationale reprennent la majeure partie de la ville de Sirte, conquise en juin 2015 par l'État islamique qui cherchait à s'implanter en Libye.
pour étendre son influence en Afrique du Nord. Semaine après semaine, la bataille s'enlise entre autres en raison de la prudence qu'adoptent les forces pro-gouvernement d'union nationale pour éviter de nouvelles pertes et protéger les civils pris au piège dans la ville, même si le nombre est très difficile à estimer. La situation s'améliore chaque jour davantage. Les djihadistes du groupe État islamique sont désormais acculés dans de petites parties de la ville. Nous allons reprendre toute la ville bientôt, si Dieu le veut. Une défaite de l'État islamique à Sirte serait un coup dur pour le groupe extrémiste qui a connu ces derniers mois une série d'échecs militaires en Irak et en Syrie où les djihadistes sont actuellement attaqués dans le fief de Mossoul et Raqqa. Mais les combats contre les djihadistes sont meurtriers, plus de 667 morts et 3000 blessés dans les rangs des forces pro-gouvernementales. Ce journal se poursuit. En France, les 3 candidats en tête de la primaire de la droite se sont exprimés ce lundi. Il s'agit de l'ancien Premier ministre François Fillon, arrivé largement en tête du premier tour, Alain Juppé, arrivé deuxième, et l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui sort troisième. Suivez ici un extrait de leurs différentes déclarations. Et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy qui a été le président de la France. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Il faut rompre avec ce quinquennat d'échecs. Partout, mes compatriotes m'ont dit leur volonté de changement face à un système bureaucratique qui brise leur énergie. J'ai décidé de continuer le combat. Pour tous ceux qui croient en moi, pour mes convictions et pour l'idée que je me fais de la France. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. Ce sont 2 personnalités de grande qualité qui font honneur à la droite française. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. Les électeurs qui m'ont fait confiance sont naturellement libres de leurs décisions. Je leur demanderai cependant de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. Pour finir, en France, Nicolas Karabatic, l'icône française du hand, s'est dit déterminé à prouver son innocence ce lundi. C'était au premier jour du procès en appel des paris liés à un match présumé truqué en 2012 qui lui avait valu 10 000 € d'amende en première instance. Un procès auquel la superstar française du hand, condamnée en 2015 pour escroquerie, a tenu à assister. Mais après la lecture du volumineux dossier d'accusation, l'audience a été suspendue ce lundi, peu avant 16 h jusqu'à ce mardi matin. Suivons son avocat pour plus de précisions. Mais les débats se sont ouverts dans une certaine sérénité retrouvée et ça tombe très bien puisque c'est la volonté des frères Karabatic d'être jugés dans des conditions apaisées et de présenter leurs moyens de défense de la manière la plus sereine possible. Donc là, toutes ces conditions sont réunies, le débat est contradictoire, les arguments ont pu être avancés par les uns et les autres. Ils plaident toujours qu'ils n'ont participé à aucune escroquerie et si pour certains d'entre eux, ils ont reconnu avoir parié, pour autant, ils ne reconnaissent pas avoir triché. On espère que le procès va se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire démontrer que le match en question n'a jamais été truqué. Et dès lors, une fois que cette démonstration sera faite, la culpabilité ne pourra pas être retenue. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.